La gifle a résonné à travers le restaurant de campagne de May comme un coup de feu. Chaque fourchette a gelé. Chaque conversation est morte. Les ventilateurs de plafond ont continué à tourner, mais le temps lui-même s'est arrêté le moment où la paume ouverte de Derek Holston est connectée avec le visage de Margaret Rhee, 73 ans. Elle a trébuché en arrière contre le comptoir. Ses lunettes de lecture se sont envolées et ont dérapé à travers le sol à damier. Un petit filet de sang est apparu au coin de sa lèvre où sa bague universitaire avait coupé la peau. Margaret n'a pas crié, n'a pas pleuré. Elle a juste pressé sa main burinée sur sa joue et a regardé l'homme de 26 ans, la dominant avec un choc pur dans ses yeux bleus fanés. « J'ai dit du bacon supplémentaire », a grogné Derek, pointant son doigt vers l'assiette sur le comptoir. « Quelle partie de cela est compliquée pour toi, vieille femme? » Le restaurant a retenu son souffle. 12 clients étaient assis figés dans des cabines en vinyle rouge. La serveuse Tammy Chun est restée paralysée près de la station de café, peau encore à la main, bouche pendante ouverte. Le cuisinier Ray Martinez a regardé à travers la fenêtre de la cuisine, ses jointures blanches contre le rebord en acier inoxydable. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé parce que tout le monde à Cedar Falls connaissait Derek Holston. Son père possédait la moitié des biens immobiliers commerciaux de la ville. Son oncle siégeait au conseil municipal. Le nom de sa famille était estampillé sur la nouvelle aile de l'hôpital. Dans une ville de 8000 âmes, les Holston opéraient comme de la royauté et Derek avait passé toute sa vie à prouver que la royauté pouvait faire ce qu'elle voulait. Et maintenant, il lui plaisait de frapper une veuve âgée à cause de viande de petit déjeuner. « Tu vas refaire cette assiette », a dit Derek, s'approchant de Margaret. Son ombre a avalé sa petite silhouette, et tu vas sourire pendant que tu le fais. Tu comprends? Les mains de Margaret ont tremblé alors qu'elle atteignait l'assiette. Son tablier, brodé de minuscules tournesols qu'elle avait cousus elle-même, était éclaboussé de café de l'Impact. Elle avait travaillé dans ce restaurant pendant 11 ans depuis le décès de son mari. Jamais manqué un quart de travail, jamais plaint, jamais eu une seule plainte de client jusqu'à ce moment. Maintenant, elle se tenait là, saignant devant ses habitués, cherchant une assiette avec des doigts tremblants, parce qu'un homme 30 ans ou plus jeune avait décidé que son nombre de bacon valait la violence. « C'est ce que je pensais », a souri Derek. Il a ajusté le col de sa chemise polo et a regardé autour de la pièce, osant quiconque le défier. Ses yeux ont balayé le fermier Joe Hutchkins, l'enseignante à la retraite Barbara Mills, le jeune couple Shelley et Marcus avec leur tout-petit. Aucun d'eux n'a bougé. Aucun d'eux ne le ferait. Et c'est alors que le regard de Derek s'est posé sur l'homme dans la cabine d'angle. Il était assis seul, t-shirt gris, jean usé, café refroidissant devant lui. Banal au premier coup d'œil. Milieu de la trentaine peut-être. Cheveux bruns coupés courts, épaules, mais pas de manière intimidante. Il aurait pu être n'importe qui. Un camionneur de passage, un ouvrier du bâtiment en pause. Mais quelque chose dans sa façon de s'asseoir a fait Derek faire une pause. L'étranger n'était pas figé comme tout le monde. Il était parfaitement immobile, oui, mais c'était un genre de calme différent. Contrôlé, délibéré, comme un ressort enroulé retenant sa tension. Ses yeux, gris, verts et sensillés, étaient fixés directement sur Derek. Pas de peur, pas d'indignation, pas d'expression du tout, juste observant, mesurant. Si vous avez déjà servi ce pays, ou si quelqu'un que vous aimez le fait, laissez tomber un drapeau dans les commentaires dès maintenant. Cette histoire est pour vous. Derek a senti quelque chose de froid glisser le long de sa colonne vertébrale. Un instinct enterré profondément dans une partie primitive de son cerveau. La partie qui se souvenait quand les humains étaient des proies. Il l'a secoué. Ridicule, c'était sa ville, la ville de sa famille. Quelque chose avec quoi je peux vous aider, mon pote. Derek a appelé à travers le restaurant. L'étranger n'a pas répondu, n'a pas scellé. Sa main droite reposait à plat sur la table, doigts écartés.
Sa main gauche était cachée sous le bord de la table. Pas menaçant, juste prêt. Derek a attendu une réponse qui n'est pas venue. Le silence s'est étiré. Margaret a pris l'opportunité de reculer vers la cuisine. L'assiette serrée contre sa poitrine, le sang coulant toujours le long de son menton. Elle a poussé la porte battante et a disparu. C'est ce que je pensais, a dit Derek à nouveau, mais sa voix avait perdu son mordant. Il a jeté un billet de 20 froissé sur le comptoir. Gardez la monnaie pour ses factures médicales. Il a ri de sa propre blague. Personne d'autre ne l'a fait. Derek a attrapé sa veste de la cabine où il était assis et s'est dirigé vers la porte. Ses baskets ont couiné contre le carrelage, trop fort dans ce silence suffocant. Il a fait une pause à l'entrée, une main sur la porte vitrée, et a regardé l'étranger une dernière fois. L'homme s'était tourné légèrement, juste assez pour garder Derek dans sa ligne de mire. Sa posture n'avait pas changé. Son expression est restée vide. Mais maintenant, Derek pouvait voir quelque chose sur son avant-bras. Un tatouage à moitié visible sous sa manche, un trident, un aigle, une ancre. L'insigne des Navy SEALs des États-Unis, l'estomac de Derek est tombé. Les lèvres de l'étranger ont bougé à peine, formant un seul mot que Derek ne pouvait pas entendre, mais a parfaitement compris. Maman. Derek Holston venait de gifler la mère d'un Navy SEAL, et le SEAL avait regardé tout se passer. La porte vitrée s'est refermée derrière Derek alors qu'il trébuchait dans le parking. Son SUV Mercedes a gazouillé alors qu'il tâtonnait avec les clés. Sa main tremblait maintenant. La sueur perlait sur son front malgré l'air frais du matin, et il s'est dit qu'il était paranoïaque. Le gars n'était qu'un vétéran mangeant le petit déjeuner. Et alors? Les vétérans étaient partout. Ils étaient reconnaissants pour leur service et continuaient leur vie normale. Mais ce regard, ses yeux. Derek avait vu beaucoup de gars costauds dans sa vie. Athlètes universitaires, policiers locaux essayant d'agir de manière intimidante, bagarreurs de bar avec plus d'alcool que de bon sens dans leur système. C'était différent. Cet homme a regardé Derek de la même manière qu'un chirurgien regarde une tumeur. Cliniquement patient, sachant déjà exactement comment cela se termine. Derek a démarré son moteur et est sorti en trombe du parking, laissant du caoutchouc sur le trottoir. À l'intérieur du restaurant, le sort s'est finalement rompu. Les clients ont commencé à murmurer. Tammy s'est précipité vers la cuisine pour vérifier Margaret. Joe Hutchkins a secoué la tête lentement, marmonnant quelque chose à propos des Holston, pensant qu'ils possédaient tout, y compris la dignité des autres. Seul l'étranger est resté immobile. Il a levé sa tasse de café et a pris une longue et lente gorgée. L'a posée précisément dans son anneau de condensation. A placé un billet de 10 $ sur la table, bien plus que sa note. Puis il s'est levé, un chien de 90 kilos de muscles maigres construits à travers des années d'entraînement que la personne moyenne ne pourrait imaginer. Un corps conçu pour la violence mais discipliné vers la protection. Le maître de première classe, Nathan Reeves, avait servi 16 ans dans l'unité d'opération spéciale, la plus élite de l'armée des États-Unis. Il avait effectué 7 déploiements de combat. Il avait opéré dans des théâtres dont les noms n'apparaîtraient jamais dans les journaux. Il avait pris des vies et les avait sauvées dans une mesure égale. Et il y a 3 mois, il était rentré chez lui à Cedar Falls dans un but simple, passer du temps avec sa mère. La mère, qui était maintenant dans la cuisine, saignante du visage, a pleuré pour la première fois depuis les funérailles du père de Nathan. Nathan a poussé la porte battante et l'a trouvée assise sur une caisse de lait renversée. Tammy appuyait un chiffon humide sur sa lèvre, tandis que le cuisinier Ray montait la garde les bras croisés. Margaret a levé les yeux vers son fils. « Nathan, s'il te plaît, a-t-elle murmuré. Laisse juste tomber. Ça n'en vaut pas la peine. » Nathan s'est agenouillé devant elle. Il a pris ses mains tremblantes dans les siennes, fermes. Il a regardé la contusion déjà en formation sur sa joue. La coupure sointant toujours du sang, la peur dans ses yeux, pas pour elle-même, mais pour lui. « Maman, a-t-il dit doucement,
C'est un Holston. Sa famille vous ruinera. Ils porteront plainte. Maman, s'il te plaît, bébé. Je vais bien. Je suis d'accord. Laisse juste. Nathan s'est penché et l'a embrassé sur le front. Tu m'as élevé pour protéger les gens, a-t-il dit. Toi et papa, vous m'avez appris ce que cela signifie, ce que l'honneur signifie. Il s'est levé. Et je n'ai jamais oublié. Les yeux de Margaret se sont écarquillés. Qu'est-ce que tu vas faire? Nathan Reeves, héros de guerre décoré, vétéran de 16 ans de l'unité d'opération spéciale la plus exigeante de la planète, a regardé sa mère blessée avec un calme qui l'a en quelque sorte terrifié plus que toute colère n'aurait pu le faire. Je vais avoir une conversation avec Derek Holston. Il a marché vers la porte arrière. Nathan! Mais la porte s'était déjà refermée derrière lui. Et quelque part à travers la ville, Derek Holston était sur le point d'apprendre que certaines personnes n'ont pas besoin de grade ou de titres pour être dangereuses. Certaines personnes le sont juste. Les mains de Derek Holston n'avaient toujours pas cessé de trembler. Il a serré le volant en cuir de sa Mercedes jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. La route de campagne a défilé floue devant son pare-brise. Le champ de maïs s'étendait sans fin des deux côtés, doré sous le soleil du matin. Mais Derek n'en a rien vu. Tout ce qu'il pouvait voir, c'était ses yeux, gris-verts, sans ciller, le regardant comme s'il était déjà mort et ne l'avait pas encore réalisé. Ce tatouage, le trident. Derek avait fréquenté une fille à Princeton, dont le frère servait dans la marine. Elle avait parlé des SEALs une fois à une fête. Elle avait dit que son frère les considérait à peine humains. Elle avait dit qu'ils pouvaient survivre à des choses qui tueraient des hommes normaux 10 fois de suite. Elle avait dit qu'ils étaient entraînés à rester calmes tout en délivrant une violence que la plupart des gens ne pourraient comprendre. Derek avait ri alors. Culte militaire, mythologie américaine. Il ne riait pas maintenant. Son téléphone a vibré dans le porte-gobelet. Il l'a attrapé sans regarder, désespéré par toute distraction. Derek, où diable es-tu? La voix de son père a traversé le haut-parleur comme une lame. Franklin Holston n'appelait jamais si tôt, à moins que quelque chose n'allait pas. Je rentre à la maison. Pourquoi? Parce que je viens de recevoir un appel de Ray Martinez. Il dit que tu as agressé une serveuse chez May. La gorge de Derek s'est serrée. Ce n'était pas ça. Elle a gâché ma commande et est devenue insolente. Tu as juste quoi? Frappé une femme de 73 ans devant une douzaine de témoins. Silence. Papa. Elle n'est personne. Elle travaille là depuis toujours. Elle est Margaret Reeves. Derek a froncé les sourcils. Le nom ne signifiait rien pour lui. L'expiration de Franklin a crépité à travers le téléphone. Margaret Reeves était la veuve de Thomas Reeves. Tom Reeves, Derek. Il a possédé un atelier d'usinage sur Oak Street pendant 40 ans. Il a parrainé l'équipe de Petite Ligue. Il a siégé au conseil de l'Église avec ton grand-père. Je ne vois toujours pas le problème. Le problème, a dit Franklin lentement, est que Tom Reeves avait un fils, Nathan, et Nathan Reeves est de retour en ville. L'estomac de Derek s'est noué. Il a tiré la voiture sur le bas-côté, le gravier crépitant sous ses pneus. Le gars dans le restaurant, chemise grise, cheveux courts, ce serait lui, papa. Il avait un tatouage de SEAL. Est-ce qu'il est vraiment maître de première classe Nathan Reeves, étoile d'argent, 2 étoiles de bronze avec valeur, cœur pourpre 2 fois, a servi 16 ans dans l'équipe 6 des SEAL, a pris sa retraite il y a 3 mois, est rentré chez lui pour aider sa mère. Le téléphone semblait glissant dans la paume de Derek. Comment sais-tu tout ça? Parce que je fais mon affaire de savoir qui est dans ma ville, Derek. Quelque chose que tu as clairement échoué à faire. Derek a regardé fixement le champ de maïs devant lui. Un corbeau a atterri sur un poteau de clôture et l'a regardé avec des yeux noirs et curieux. Qu'est-ce que je fais? Son père est resté silencieux un long moment. Rentre à la maison. Nous devons parler. Et Derek, oui, reste loin de la famille Reeves, des deux, jusqu'à ce que je trouve comment nettoyer ton désordre.
La ligne est devenue morte. Derek s'est assis dans la voiture au ralenti, moteur vrombissant, lumières du matin traversant le pare-brise. Pour la première fois de ses 26 ans, il a ressenti quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment expérimenté auparavant. Une peur authentique, pas des conséquences, pas de l'embarras ou de l'argent perdu ou de la réputation endommagée. La peur d'une seule personne, un homme spécifique, quelqu'un qui le regardait et voyait une proie. Derek avait été un tyran toute sa vie. À l'école préparatoire, il tourmentait les enfants boursiers. À Princeton, il bizutait les étudiants de première année jusqu'à ce que 2 d'entre eux abandonnent. De retour à Cedar Falls, il se pavanait à travers la ville comme un seigneur féodal. Sachant que le nom de sa famille le protégeait de toute vraie responsabilité, il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui ne se souciait simplement pas de son nom. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui le regardait avec une certitude absolue que si les choses s'intensifiaient, Derek perdrait. Le corbeau sur le poteau de clôture a croassé une fois et s'est envolé. Derek a mis la voiture en marche et est rentré chez lui. Il avait besoin de son père. Il avait besoin des avocats de la famille. Il avait besoin de la bulle protectrice qui l'avait entouré depuis sa naissance. Parce que profondément dans son ventre, plus profondément que la logique ou la raison, Derek Holston a compris quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait articuler. Cet homme dans le restaurant n'allait pas laisser tomber ça. Et quand il viendrait, aucune somme d'argent, d'influence ou d'héritage familial n'importerait. Pas le moindre du monde. De retour au restaurant de May, la ruée du petit-déjeuner essayait de reprendre. Tammy Chun avait essuyé le comptoir où le sang de Margaret avait coulé. Le cuisinier Ray était retourné à sa station, retournant des crêpes avec une précision mécanique. Les clients habituels étaient partis ou s'étaient installés dans des conversations chuchotées, leurs appétits ruinés, mais leur café toujours chaud. Margaret était assise dans le petit bureau derrière la cuisine. Sa lèvre avait cessé de saigner, mais la contusion sur sa joue s'était transformée en une vilaine fleur violette. Elle tenait d'un sac de petits pois congelés contre cela, un remède aussi vieux que le restaurant lui-même. Elle avait cessé de pleurer, mais elle n'avait pas cessé de trembler. Toutes les quelques secondes, ses yeux se sont précipités vers la porte arrière, celle par laquelle Nathan était passé il y a 15 minutes, celle qui menait au parking des employés et à n'importe quel chemin que son fils avait choisi de prendre. « Il ne fera rien de stupide », s'est-elle murmurée. « Il est discipliné, il est entraîné, il sait mieux. » Mais même en le disant, elle s'est souvenue du regard dans ses yeux. Pas de colère, pas de rage, quelque chose de plus froid, quelque chose qu'elle n'avait vu qu'une seule fois auparavant quand Nathan avait 16 ans et que 3 garçons plus âgés avaient acculé sa sœur cadette à la foire du comté. Ce qui s'est passé ensuite avait obligé Thomas Reeves à solliciter toutes les faveurs qu'il avait avec le shérif local. Ces garçons avaient guéri finalement, mais ils n'avaient plus jamais parlé à la famille Reeves. Nathan avait ce même regard aujourd'hui. Le regard qui disait que des calculs étaient faits, des options pesées, des réponses planifiées avec une précision chirurgicale. Margaret aimait son fils plus que sa propre vie. Elle était fière de son service, de ses médailles, de son honneur. Elle savait qu'il avait sacrifié des années dans des déserts et des jungles lointains afin que des gens comme elle puissent travailler paisiblement dans des restaurants de petites villes. Mais elle savait aussi de quoi il était capable, et cela la terrifiait. Un coup à la porte du bureau l'a fait sursauter. Tammy a passé sa tête à l'intérieur. « Madame Reeves, quelqu'un là pour vous voir. » Le cœur de Margaret s'est emballé. « Nathan? »« Non, madame. C'est le shérif Bradley. » Margaret a expiré. Partie soulagement, partie nouvelle anxiété. « Faites-le entrer. » Le shérif Dale Bradley avait 57 ans, avec un ventre qui tendait son uniforme et une moustache qui était passée de mode depuis 30 ans. Il connaissait la famille Reeves depuis des décennies, avait siégé avec Thomas Reeves au conseil du Rotary Club, avait vu Nathan grandir d'un adolescent maigre en un guerrier décoré. Il est entré dans le bureau exigu et a retiré son chapeau. « Margaret, Seigneur ait pitié. »
Elle a essayé de sourire mais a grimacé de douleur. Ça semble pire que ce n'est, Dale. Ça ressemble à une agression, c'est ce à quoi ça ressemble. Il a sorti un bloc-notes de sa poche. J'ai eu 6 appels dans les 20 dernières minutes. Tout le monde dit la même chose. Derek Holston vous a frappé en plein visage devant la moitié de la ville. C'était un désaccord qui a dégénéré. Je ne veux pas porter plainte. Margaret, je ne veux pas déranger Dale. Les Holston possèdent la moitié des bâtiments sur Main Street. Ils s'en prendront au restaurant. Ils s'en prendront et moi. Et Nathan. Elle s'est arrêtée. Les yeux du shérif Bradley se sont rétrécis. Où est-ce Nathan? Je ne sais pas. Margaret, j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Où est ton fils en ce moment? Elle a rencontré son regard. Je t'ai dit, je ne sais pas. Le shérif a étudié son visage un long moment, les petites pois congelées coulant sur son tablier, la peur mal cachée derrière son extérieur calme. Si Nathan fait quelque chose à ce garçon, il n'y a rien que je puisse faire pour le protéger. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Les Holston ont des avocats, des politiciens d'État, des connexions qui vont jusqu'au bureau du gouverneur. Ils l'enterreront. Mon fils est un héros. Les héros finissent en prison tout comme tout le monde quand ils enfreignent la loi. Peu importe le nombre de médailles que vous avez quand vous êtes assis dans une cellule. La mâchoire de Margaret s'est serrée. Alors peut-être devriez-vous avoir cette conversation avec Derek Holston. C'est lui qui a commis une agression devant des témoins avec mon sang sur sa bague. Le shérif Bradley a soupiré. Je me dirige vers le domaine Holston après cela. Mais les avocats de Franklin me rencontrent là-bas. Vous savez comment ces choses se passent. Je sais exactement comment elles se passent. C'est pourquoi je ne porte pas plainte. C'est votre choix, mais si Nathan, mon fils n'a rien fait de mal encore. Le mot a flotté dans l'air entre eux. Le shérif Bradley a remis son chapeau. Je connais ce garçon depuis qu'il apprenait à lasser ses chaussures. J'étais fier comme l'enfer quand il a fait les équipes. Plus fier encore quand il est rentré en sécurité. Mais j'ai aussi vu ce qui se passe quand les guerriers reviennent à un monde qui ne les comprend pas. Quand ils voient l'injustice et ne peuvent rester les bras croisés. Il a fait une pause à la porte. Dites à Nathan de m'appeler avant qu'il ne fasse quelque chose qu'il ne peut pas reprendre. Margaret n'a rien dit. Le shérif a hoché la tête une fois et est parti. Et quelque part à la périphérie de Cedar Falls, Nathan Reeves faisait déjà son mouvement. Pas vers Derek Holston. Pas encore. D'abord, il avait besoin d'informations. Les routines de Derek, ses faiblesses, ses points de pression. La manière dont un chirurgien a besoin de radiographie avant la première incision. Nathan avait passé 16 ans à chasser les hommes les plus dangereux de la planète. Chef terroriste, trafiquant d'armes étaient des criminels qui pensaient être intouchables. Chacun d'eux s'était trompé. Et maintenant Derek Holston avait rejoint leur rang. Le garçon ne le savait pas encore. Nathan Reeves était assis sur le banc en bois devant la bibliothèque publique de Cedar Falls, regardant la place de la ville prendre vie. 9h30 du matin, le marché fermier du mardi était en train de s'installer. De vieux hommes se sont rassemblés sur des bancs près du kiosque, tasses de café à la main, résolvant les problèmes du monde une plainte à la fois. De jeunes mères poussaient des poussées le long du trottoir tandis que leurs tout-petits pointaient des pigeons. Vie normale, le genre que Nathan avait oublié existait pendant 7 déploiements de combat. Il était de retour à Cedar Falls depuis 93 jours. Chaque matin, il marchait ce chemin, devant la pharmacie où il avait eu son premier emploi à 15 ans, devant le salon de coiffure où M. Hendricks coupait toujours les cheveux malgré des mains qui tremblaient avec l'âge, devant la quincaillerie que son père avait visitée chaque samedi matin pendant 40 ans. Cette ville l'avait construit, l'avait élevé, l'avait envoyé à la guerre et avait prié pour son retour. Et maintenant quelqu'un avait entendu sa mère en plein jour devant des témoins et s'attendait à aucune conséquence. La mâchoire de Nathan s'est serrée. Il a sorti son téléphone et a composé un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des mois. 2 sonneries.
Eh bien, le maître de première classe décide de se souvenir de son vieux copain de natation. La voix appartenait à Marcus Webb, ancien opérateur de l'équipe 6 des SEAL, maintenant consultant en sécurité privée à Washington, D.C. Le genre d'homme qui avait accès à des informations qui n'existaient pas dans les bases de données publiques. « J'ai besoin d'une faveur », a dit Nathan, commençant sans les petites conversations. « C'est comme ça que je sais que c'est sérieux. Derek Holston, 26 ans, Cedar Falls, Ohio. J'ai besoin de tout. » Une pause, puis le son de doigts sur un clavier. Ce ne serait pas le fils de Franklin Holston, le gars de l'immobilier. C'est lui. Donne-moi 3 heures. J'ai toute la journée. C'est lié à quelque chose que je devrais savoir. Nathan a regardé un moineau atterrir sur les marches de la bibliothèque et picorer un morceau de pain jeté. Il a mis les mains sur ma mère, Marcus. Le son du clavier s'est arrêté. Je l'aurai dans 2 heures. La ligne est devenue morte. Nathan a rangé son téléphone et s'est levé. Il avait des recherches à faire, le genre qui ne nécessitait pas de canaux classifiés ou d'anciens contacts de renseignement. Le genre qui vivait dans les registres publics, les dossiers de tribunal et les longues mémoires des habitants des petites villes qui n'oubliaient jamais un scandale. Il a marché 3 pâtés de maison jusqu'au bureau de la Cedar Falls Gazette. Le journal occupait une étroite vitrine entre un fleuriste et une agence d'assurance. Une cloche a sonné alors que Nathan poussait la porte. « Je peux vous aider. » La femme derrière le comptoir avait la soixantaine avec des cheveux argentés tirés en un chignon pratique et des lunettes de lecture perchées sur son nez. Sa plaque nominative indiquait Dorothy Crane, rédactrice en chef. « Madame Crane, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Nathan Reeves, le fils de Thomas et Margaret. » Son visage s'est transformé. « Nathan Reeves, mon Dieu, regardez-vous. La dernière fois que je vous ai vu, vous partiez pour l'entraînement de baie, maigre comme un rail, tout en oreilles et en coude. » Elle est passée derrière le comptoir et l'a serré dans ses bras sans hésitation. « Votre maman parle de vous constamment. Chaque médaille, chaque promotion. Elle découpe vos lettres et les apporte. Que diriez-vous d'un dossier entier de nouvelles de la famille Reeves? Ça sonne comme maman. » Dorothy a reculé et a étudié son visage. « Mais vous n'êtes pas ici pour rattraper le temps perdu, n'est-ce pas? »« Non, madame. » Entendu parler de ce qui s'est passé chez May, la moitié de la ville a appelé. L'autre moitié est passée en personne. J'ai besoin d'informations sur les Holston, la famille, leurs transactions commerciales, tous les problèmes juridiques, tout ce que vous avez dans vos archives. L'expression de Dorothy a changé. Pas de peur exactement, plus comme de l'inquiétude. « Nathan, je vous connais depuis que vous êtes en couche. Votre père était l'un des meilleurs hommes que j'ai jamais rencontrés. Votre mère est une sainte, alors je vais parler franchement. S'il vous plaît. Les Holston possèdent dans cette ville depuis 3 générations. Ils font des dons à toutes les œuvres de bienfaisance. Ils parrainent tous les événements. Leur nom est sur l'aile de la bibliothèque, le centre pédiatrique de l'hôpital et le stade de football du lycée. Et quand vous grattez sous cette surface brillante, vous trouvez de la pourriture. Le père de Franklin Holston a fait son argent grâce à des prêts prédateurs pendant la crise agricole. Il a saisi la moitié du comté. Franklin s'est étendu dans l'immobilier commercial en utilisant des tactiques qui, bien que techniquement légales, ont détruit plus de quelques entreprises familiales. Elle a enlevé ses lunettes et s'est frotté les yeux. Derek est la 3e génération, et chaque génération empire. Le grand-père était impitoyable, mais suivait les règles. Franklin les tord. Derek, ce garçon n'a jamais entendu un nom de sa vie. Il a eu 3 DUI classés sans suite, une plainte domestique d'une ex-petite amie qui a disparu, une agression dans une boîte de nuit de Columbus où la victime n'a soudainement pas pu se souvenir de ce qui s'était passé. Nathan a écouté sans réaction. « Avez-vous des documents? J'ai 30 ans d'articles, de rapports de police, de dépôts de cours civils et de tuyaux anonymes
qui ne sont jamais devenus des histoires parce que les témoins se sont rétractés ou sont partis. Tout est légal d'accès. Juste personne n'a jamais pris la peine de rassembler les pièces. J'aimerais voir ça. Dorothy a hésité. Qu'est-ce que vous préparez, Nathan? Une conversation? Le genre de conversation qui se termine par des poignées de main ou l'autre genre? Nathan a rencontré ses yeux. Cela dépend entièrement de Derek Holston. Dorothy a soutenu son regard un long moment, puis elle a hoché la tête. Suivez-moi à la salle des archives. J'espère que vous avez le temps. Il y a beaucoup à lire. 3 heures plus tard, Nathan est sorti du bureau de la Gazette avec un dossier sous le bras. 37 pages de documentation. Procès civil réglé à l'amiable. Articles de journaux sur des propriétaires d'entreprises forcés de vendre. Rapport de police avec des suivis incomplets. Un schéma si clair qu'il criait pratiquement des pages. La famille Holston avait opéré en toute impunité pendant des décennies. Ils ont détruit des gens financièrement, légalement, personnellement, et personne ne les avait jamais vraiment tenus responsables jusqu'à maintenant. Le téléphone de Nathan a vibré. Un SMS de Marcus Webb. Paquet entrant. Vérifie ton email. Ce gamin est un sacré numéro. Fais attention, mon frère. Nathan a trouvé un banc près du kiosque et a ouvert son email. Le dossier était complet. Dossier disciplinaire de Princeton qui aurait dû être scellé, relevé de cartes de crédit, montrant des dépenses qui dépassaient de loin même ses revenus de fiducie, dossier de voyage, associés, habitudes, et un détail qui a fait Nathan faire une pause. Derek Holston avait une réservation permanente tous les mardis et jeudis soirs au Riverside Athletic Club, un gymnase privé et lieu social à 20 mètres de Cedar Falls. Le genre d'endroit où de riches jeunes hommes prétendaient s'entraîner, mais travaillaient vraiment et buvaient des shakes protéinés trop chers. Il y serait ce soir à 18 heures. Nathan a vérifié sa montre. 8 heures, assez de temps pour se préparer. Il est rentré chez sa mère, à la périphérie de la ville. Une modeste maison coloniale à 2 étages que Thomas Reeves avait achetée en 1981 et entretenue de ses propres mains jusqu'à ce que le cancer l'emporte. Revêtement blanc, volet bleu, un Porsche enveloppant où Nathan avait appris à faire des nœuds des doigts burinés de son père. Margaret l'attendait sur ce Porsche quand il est arrivé. Son visage était pire maintenant. La contusion s'était étendue violet-noir sur sa peau pâle. La coupure sur sa lèvre s'était recouverte de croûte, mais semblait toujours à vif et en colère. Elle était assise dans la même chaise à bascule que son mari avait utilisée pendant des décennies, une couverture sur ses genoux malgré le temps doux. « Où étais-tu? » a-t-elle demandé. « Recherche. Le shérif est passé. Je m'y attendais. Il a dit que les Holston s'entouraient d'avocats. Il a dit que Frank Lane menaçait de porter plainte contre le restaurant pour violation de sécurité alimentaire si je poursuivais quoi que ce soit contre Derek. » Nathan s'est assis sur la balustrade du Porsche face à sa mère. Ils sont effrayés. Ils devraient l'être. La voix de Margaret s'est brisée. Nathan, je ne veux pas que tu t'impliques là-dedans. Je ne veux pas que tu gâches ta vie pour un garçon gâté qui ne vaut pas la saleté sous tes bottes. Maman, tu as servi 16 ans. Tu as tout donné. Tu es rentré entier quand tant d'autres ne l'ont pas fait. J'ai prié chaque nuit pour ça. Chaque seule nuit. Et maintenant tu veux tout risquer parce qu'un fou m'a frappé. Il t'a frappé, maman, en public avec sa bague. Il t'a fait saigner. Et je guérirai. Les contusions s'estompent. Mais les peines de prison ne le font pas. Les casiers judiciaires non plus. C'est ce que tu veux. Passer le reste de ta vie à payer pour un moment de colère justifiée. Nathan a regardé sa mère, la femme qui l'avait élevé à croire en l'honneur, en la protection, et en le fait de défendre ceux qui ne pouvaient pas se défendre eux-mêmes. La femme qui l'avait envoyé à la guerre et l'avait accueilli à la maison avec des larmes de soulagement. La femme qui était maintenant assise, contusionnée et saignante parce qu'un petit tyran voulait du bacon supplémentaire. « Je ne vais pas se le frapper, maman. » Elle a étudié son visage. « Alors qu'est-ce que tu vas faire? » Nathan a atteint le dossier et en a sorti une seule page. Un document financier,
l'un des nombreux que Dorothy Crane avait conservé au fil des ans. Je vais lui montrer ce que ça fait quand le monde ne se plie plus à sa volonté. Margaret a regardé le papier, puis son fils. Je ne comprends pas. Vous n'avez pas besoin. Faites-moi juste confiance. Il l'a embrassé sur le front et s'est levé. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Quittidis. Reste ici ce soir, ne va nulle part. Garde les portes verrouillées. Appelle le shérif Bradley si quelque chose semble anormal. Nathan, tu me fais peur. Il a fait une pause à la porte moustiquaire. Bien, ça veut dire que tu fais attention. Il a disparu à l'intérieur, laissant Margaret seule sur le porche, avec son visage contusionné et son cœur qui s'emballe, se demandant quel genre de tempête son fils était sur le point de déchaîner. Le Riverside Athletic Club occupait un manoir converti sur 12 acres de terrain manucuré. Nathan a garé son camion sur un parking visiteur à 17h47. Il avait changé pour des pantalons kaki et une chemise à col. Assez présentable pour passer l'inspection initiale. Assez banal pour éviter l'attention. Il avait appelé à l'avance, utilisé ses références de la marine pour demander une visite des installations. Le directeur avait été honoré d'accueillir un vétéran décoré envisageant l'adhésion. Le plan était simple. Entrer, localiser Derek Holston, établir le contact, et puis le vrai travail commencerait. Nathan a traversé les doubles portes en chaîne à précisément 18 heures. L'intérieur criait vieux argent. Boiseries sombres, lustres en cristal, peinture à l'huile de chasse au renard et scène pastorale. Une cheminée massive en pierre dominait le hall principal, flanqué de fauteuils en cuir, où des hommes vieillissants prétendaient lire des journaux financiers. Monsieur Reeves, une jeune femme en blazer bleu marine impeccable, s'est approchée de lui. Sourire parfait, posture parfaite. Je suis Ashley, votre coordinatrice d'adhésion. Bienvenue à Riverside. Nous sommes si honorés de vous avoir envisagé notre club. Merci, j'apprécie la visite. Bien sûr, par ici. Elle l'a conduit à travers l'installation, salle de musculation avec des équipements qui coûtaient plus cher que la plupart des voitures, piscine intérieure avec des couloirs marqués par des séparateurs de cordes flottants, terrain de squash, hammams, un restaurant qui servait des salades à 40 $ à des gens qui n'avaient jamais travaillé un jour de leur vie. Nathan cataloguait chaque sortie, chaque position de caméra, chaque obstacle potentiel, vieilles habitudes. Ils ont atteint la zone de salon principal où les membres se sont rassemblés autour d'un bar fait de bois de grange récupéré et prétendaient que cela les rendait authentiques. Et il était là. Derek Holston était assis dans une cabine en cuir près des fenêtres, entouré de 3 autres jeunes hommes en chemise polo identique. Ils ont ri de quelque chose que Derek avait dit. Le rire forcé de subordonnés apaisant leur chef. Nathan a arrêté de marcher. Monsieur Reeves, est-ce que tout va bien? Je connais ce monsieur. Ashley a suivi son regard. Monsieur Holston, c'est l'un de nos membres de premier ordre. Sa famille a fait partie de Riverside depuis la fondation. Je suis sûr que oui. Nathan a étudié Derek de l'autre bout de la pièce. Le jeune homme avait l'air différent ici que dans le restaurant. Plus détendu, plus confiant, de retour dans son habitat naturel, entouré de la bulle protectrice de richesse et de privilèges. Il n'avait aucune idée que Nathan le regardait. Pas encore. J'aimerais voir les installations extérieures, a dit Nathan. La brochure mentionnait des courses de tennis. Absolument. Suivez-moi. Ils sont sortis par une porte latérale sur une terrasse en pierre surplombant les terrains. Des courses de tennis se trouvaient à gauche. Un putting green s'étendait vers un petit étang. Des sentiers de promenade disparaissaient dans un bosquet de chênes. Nathan en avait vu assez. C'est assez impressionnant, a-t-il dit. Je devrais y réfléchir, mais je suis certainement intéressé. Magnifique. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Voici ma carte. Appelez n'importe quand. Il y a encore une chose. Bien sûr. J'ai remarqué M. Holston à l'intérieur. Nous avons des connaissances mutuelles. Serait-il possible de me présenter? Ashley a rayonné.
Je suis sûr qu'il aimerait rencontrer un Navy SEAL. Les Holston sont très favorables à nos membres militaires. Laissez-moi vérifier s'il est disponible. Elle s'est dépêchée de rentrer à l'intérieur. Nathan a attendu sur la terrasse, regardant le coucher de soleil peindre le ciel orange et rose. Une belle soirée dans l'Ohio rural. Le genre de soirée qui faisait croire aux gens que le monde était juste et équitable et que les mauvaises choses n'arrivaient qu'aux mauvaises personnes. Nathan savait mieux. Ashley est revenu 3 minutes plus tard. Monsieur Holston serait heureux de vous rencontrer. Il vous a invité à vous joindre à sa table pour un verre. Comme c'est généreux. Nathan l'a suivi à l'intérieur, traversant le salon, passant devant le bar où un barman polissait des verres déjà impeccables. Derek Holston a levé les yeux alors qu'il s'approchait et son visage est devenu pâle. « Derek, voici Nathan Reeves. Il envisage l'adhésion et a mentionné que vous aviez des connaissances mutuelles. » Les compagnons de Derek semblaient confus par son silence soudain. « Derek, tu vas bien, mon vieux? » Nathan a tendu la main. « Monsieur Holston, ravi de vous rencontrer enfin correctement. » Derek a regardé la main offerte, l'avant-bras tatoué, le visage calme et illisible de l'homme dont il avait frappé la mer ce matin-là. Ses amis ont échangé des regards. « Derek, qui est ce gars? » Nathan a souri, pas un sourire amical, le genre de sourire que les soldats reconnaissent sur les visages des hommes qui ont pris certaines décisions. « Allez, Derek, dis-leur qui je suis. » La main de Derek a tremblé alors qu'il serrait enfin celle de Nathan. « C'est Nathan Reeves. Il est de Cedar Falls, petite ville. » Un ami a dit, « Vous vous connaissez? » « Nous venons de nous rencontrer aujourd'hui, » a répondu Nathan, serrant toujours la main de Derek, dans des circonstances mémorables. Il a relâché la poignée de main et s'est glissé dans la cabine, forçant les autres jeunes hommes à faire de la place. J'espère que ça ne vous dérange pas si je me joins à vous. Je pense que Derek et moi avons beaucoup à discuter. Les amis de Derek ont regardé leur chef, attendant des directives, mais Derek Holston ne pouvait pas parler, ne pouvait pas bouger, ne pouvait que regarder fixement le Navy SEAL assis en face de lui à moins d'1 mètre, avec ce terrible sourire calme. « En fait, » a dit Nathan, en se penchant en arrière, « pourriez-vous, messieurs, nous accorder un moment? Affaire de vieilles connaissances. Vous comprenez. » Ce n'était pas une demande. Les 3 amis se sont précipités hors de la cabine, marmonnant des excuses sur le fait d'avoir besoin de boissons, de vérifier leur téléphone, se souvenant soudainement de rendez-vous qu'ils avaient oubliés. En 30 secondes, Nathan et Derek étaient seuls. La lumière du soir projetait de longues ombres sur la table. Le bourdonnement des conversations des autres clients semblait s'estomper. L'univers entier s'est contracté à cette seule cabine. Ce seul moment. Nathan a joint ses mains sur la table. « Vous savez, » a-t-il dit sur un ton de conversation, « j'ai passé 16 ans à apprendre à faire parler les gens, à extraire des informations de sujets qui avaient toutes les raisons de rester silencieux. Chef de cellule terroriste, fabricant de bombes, hommes qui préféraient mourir plutôt que de trahir leur réseau. » La respiration de Derek était devenue superficielle. Chacun d'eux a fini par céder. Chacun d'eux. Et voulez-vous savoir pourquoi? Derek a secoué légèrement la tête. « Parce que je suis patient. Je n'ai pas besoin de résultats rapides. Je n'ai pas besoin de satisfaction aujourd'hui. Je peux attendre des semaines, des mois, des années si nécessaire. Je peux appliquer une pression si progressivement que le sujet ne réalise même pas qu'il est en train de céder avant de coopérer déjà. » Nathan s'est penché en avant. « C'est ce que vous devez comprendre à propos de cette situation, Derek. Je ne suis pas ici pour vous blesser. Je ne suis pas ici pour vous menacer. Je suis ici pour expliquer ce qui se passe ensuite. » La voix de Derek a émergé rauque. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux? » « Demain matin à 9 heures, vous allez entrer dans le restaurant de May. Vous allez trouver ma mère et vous allez vous excuser publiquement, sincèrement à genoux, si c'est ce qu'il faut pour qu'elle vous croie. Et si je ne le fais pas? » Nathan a souri à nouveau. « Alors je commence à appliquer une pression
et je ne m'arrête pas jusqu'à ce que votre monde entier s'effondre. Il a fait glisser un dossier sur la table. Le même dossier qu'il avait compilé cet après-midi-là. Ouvrez-le. Les mains tremblantes de Derek ont tâtonné avec la couverture en carton. À l'intérieur se trouvait un résumé. Procès civil, rapport de police, documents financiers, l'histoire complète des péchés de la famille Holston organisée et annotée. Ce n'est que le début, a dit Nathan. Le registre public, les choses que n'importe qui pourrait trouver s'il prenait la peine de regarder. Imaginez ce que je pourrais découvrir si je commençais vraiment à creuser avec mes contacts, mes ressources, mon ensemble de compétences très particuliers. Le visage de Derek était devenu gris. Vous menacez ma famille. Je vous informe des conséquences. Il y a une différence. Vous avez fait un choix ce matin. Vous avez choisi la violence contre une femme sans défense. Maintenant, vous avez un autre choix à faire. Nathan s'est levé. Demain 9 heures au restaurant de May, apportez votre sincérité. Il a placé une carte de visite sur la table. Rien dessus sauf un numéro de téléphone. Et Derek, si ma mère reçoit toute représaille, tout harcèlement, toute conséquence quelconque de votre famille ou de leurs avocats, ce dossier va à tous les médias de l'État. Nathan s'est retourné pour partir. Encore une chose. Derek a levé les yeux désespéré. Votre père va vous appeler ce soir. Il va vous dire de combattre cela, de vous entourer d'avocats, de faire disparaître le problème comme votre famille le fait toujours. Nathan a fait une pause. Quand il le fera, je veux que vous vous souveniez de quelque chose. Ces tactiques fonctionnent contre les gens normaux. Des gens avec des emplois à protéger et des hypothèques à payer et des familles à s'inquiéter. Des gens qui peuvent être intimidés et dépassés en dépenses et épuisés. Il a regardé par-dessus son épaule. Je ne suis pas des gens normaux. Et puis il était parti, laissant Derek Holston seul dans la cabine, fixant un dossier rempli de péchés, se demandant comment sa vie s'était effondrée en une seule journée. Le domaine Holston se trouvait sur 40 acres à 3 miles de Cedar Falls. Un manoir colonial construit en 1923 par l'arrière-grand-père de Derek. 6 chambres, 8 salles de bain, une remise à calèche convertie en garage qui contenait 7 véhicules, terrain entretenu par un personnel de 4 personnes. Franklin Holston se tenait à la fenêtre de son bureau, regardant la Mercedes de son fils remonter l'allée sinueuse. Il était presque 20 heures. Derek aurait dû être au club jusqu'à 22 heures au moins. Quelque chose n'allait pas. Franklin avait passé toute sa vie à lire les situations, à anticiper les problèmes, à écraser les menaces avant qu'elles ne puissent se matérialiser. Cet instinct l'avait rendu riche, avait rendu sa famille intouchable. Et en ce moment, cet instinct criait. Derek a fait irruption par la porte du bureau sans frapper. Nous avons un problème. Franklin s'est tourné lentement. Son fils semblait terrible, pâle, transpirant, les yeux égarés d'une peur que Franklin n'avait jamais vue auparavant. « Asseyez-vous, dites-moi tout. » Derek s'est effondré dans un fauteuil en cuir et lui a parlé du restaurant, de la gifle, de la vieille femme saignante, de l'homme dans la cabine d'angle, qui s'est avéré être son fils. La visite, la table, le dossier. Franklin a écouté sans interruption. Quand Derek a terminé, il a marché vers son bureau et a versé 2 verres de bourbon. Il en a tendu un à son fils et s'est assis en face de lui. « Où est le dossier? » Derek l'a sorti de l'intérieur de sa veste et l'a placé sur la table entre eux. Franklin l'a ouvert, a scanné le contenu. Son visage est resté inexpressif, mais Derek a vu la mâchoire de son père se serrer en tournant les pages. C'est préoccupant. Préoccupant, papa. Ce gars sait tout. Les procès, les rapports de police, la saisie de McKinnon, le règlement Porter, des choses qui étaient censées être enterrées. Rien n'est jamais vraiment enterré, juste oublié. Franklin a fermé le dossier. Il t'a donné un ultimatum. Demain matin, 9 h,
excuse publique à sa mère. Absolument pas. Papa, si vous vous excusez, vous admettez votre culpabilité. Si vous admettez votre culpabilité, vous nous ouvrez à la responsabilité civile. Cette femme pourrait nous poursuivre pour tout ce que nous avons. C'est une serveuse de restaurant. Elle ne sait probablement même pas ce que signifie la responsabilité civile. Mais son fils le sait. Un background en renseignement militaire, 16 ans de connexion gouvernementale, d'habilitation de sécurité, d'accès aux ressources. Nous ne pouvons qu'imaginer. Les yeux de Franklin se sont endurcis. Non, il ne s'agit pas d'excuses, c'est un levier. Il se positionne pour quelque chose de plus grand. Derek a vidé son bourbon. Qu'est-ce qu'on fait? Franklin s'est levé et a marché vers son bureau. Il a pris son téléphone et a fait défiler les contacts. Nous faisons ce que nous faisons toujours. Nous attaquons d'abord. Faisons de lui le problème. Discréditons ses motivations. S'il est un vétéran atteint de SSPT, cela devient le récit. Soldat instable harcèle la famille au proéminente à cause d'une altercation mineure. Nous avons des contacts médias. Nous avons des amis à la législature d'État. Nous avons des ressources qu'il ne peut égaler. Vous n'avez pas vu son visage, papa. Il ne bluffait pas. Il pensait chaque mot. Il le pense toujours jusqu'à ce qu'il réalise ce à quoi ils sont confrontés. Franklin a composé un numéro. Richard, c'est Franklin. J'ai besoin de toi à la maison ce soir. Nous avons une situation qui nécessite une attention immédiate. Il a écouté un moment. Le type militaire, décoré, connecté, pense qu'il peut intimider ma famille. Une autre pause. Exactement. Apportez tout ce que vous avez sur Nathan Thomas Reeves, maître de première classe retraité de l'équipe SIC des Navy SEAL, et commencez à préparer un contre-récit d'ici le matin. Je veux assez de munitions pour l'enterrer. Il a raccroché. Richard Shunn est mon stratège en communication, ancien consultant politique. Il a fait des gouverneurs et a détruit des congressmen. D'ici demain après-midi, Nathan Reeves souhaitera être resté dans le désert d'où il venait. Derek a ressenti une lueur d'espoir. Vous pensez vraiment que nous pouvons battre ces gars? Franklin s'est rassis et a rencontré les yeux de son fils. J'ai battu des hommes comme lui toute ma vie. Ils ont de l'entraînement et de la discipline et une colère juste. Mais ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'infrastructure. Ils n'ont pas la capacité de faire disparaître leurs ennemis sans lever le petit doigt. Il a souri. Nathan Reeves est sur le point d'apprendre ce qui se passe quand vous défiez un Holston. Mais même en parlant, même en passant ses appels et en assemblant son équipe, Franklin ne pouvait pas secouer le sentiment que quelque chose était différent cette fois. Ses autres ennemis avaient été des hommes d'affaires, des politiciens, des gens qui jouent selon les règles, même quand ils les tordaient. Les Navy SEALs ne jouaient pas selon les règles. Ils les réécrivaient. Richard Shunn est arrivé à 22 heures avec 2 associés et 3 ordinateurs portables. À minuit, ils avaient un dossier sur Nathan Reeves qui rivalisait avec tout ce que l'armée avait compilé, son dossier de service, ses déploiements, ses récompenses et décorations, ses évaluations psychologiques, son historique médical et un élément qui a fait sourire Franklin. Il a été traité pour SSPT il y a 6 mois, inscription volontaire à un programme de l'EVA. A terminé le traitement, mais le dossier existe. Richard a hoché la tête. Nous pouvons utiliser cela. Vétéran instable luttant pour se réintégrer. Projette son traumatisme sur des civils innocents. Fait des menaces contre des leaders communautaires respectés. C'est assez sympathique pour éviter les réactions négatives, mais c'est dommageable pour discréditer toute affirmation qu'il fait. Parfait. Préparez le récit. Je veux qu'il soit prêt à être déployé d'ici midi demain. Qu'en est-il de la femme, sa mère? Franklin a réfléchi. Laissez-la tranquille pour l'instant. Nous nous concentrons sur le fils. Si nous le brisons, elle devient hors de propos. Derek était resté silencieux pendant 1 heure, observant, écoutant. Il avait grandi en regardant son père détruire des ennemis.
C'était aussi naturel pour lui que respirer. Mais cela semblait différent. Et si ça ne marche pas? Franklin a regardé son fils. Quoi? Et si nous lui lançons tout et qu'il ne s'en soucie pas? Et s'il n'a pas peur de la couverture médiatique ou des menaces légales ou de la pression sociale? Et s'il continue d'arriver? Le silence a rempli le bureau. Richard et ses associés ont échangé des regards inconfortables. Le sourire de Franklin s'est estompé. Alors nous intensifions. Il y a toujours d'autres options. Quel genre d'options? Le genre que nous ne discutons pas devant des témoins. Franklin s'est levé. Allez dormir. Demain, vous restez ici. Vous n'approchez pas le restaurant de May. Vous ne communiquez avec personne en dehors de cette maison. Laissez-nous gérer la situation. Derek s'est levé sur des jambes chancelantes. Il va remarquer si je ne me présente pas. Laissez-le remarquer. Laissez-le se demander. L'incertitude est aussi une arme. Derek a hoché la tête et s'est dirigé vers la porte. Derek, il s'est arrêté. Tu es mon fils, mon héritier, l'avenir de cette famille. Je ne vais pas laisser un soldat avec une rancune détruire tout ce que nous avons construit. Tu comprends? Oui, monsieur. Bien. Maintenant, allez-y. Derek est parti. Franklin s'est tourné vers Richard. Il y a autre chose, quelque chose que le dossier ne couvre pas. Qu'est-ce que c'est? Un homme comme Nathan Reeves ne fait pas de menaces qu'il ne peut pas soutenir. S'il dit qu'il peut nous détruire, il le croit. Ce qui signifie soit qu'il est délirant, soit qu'il sait quelque chose que nous ne savons pas. Lequel pensez-vous que c'est? Franklin a marché vers la fenêtre et a regardé dans l'obscurité. Je pense que nous devons le découvrir avant demain matin. La réflexion de Franklin lui a souri. J'ai encore des amis dans certaines agences gouvernementales. Des gens qui me doivent des faveurs. Des gens qui peuvent accéder à des informations classifiées lorsqu'ils sont correctement motivés. Il a repris son téléphone. D'ici le lever du soleil, je veux savoir tout ce que Nathan Reeves a jamais fait, dit ou pensé. Chaque opération, chaque mission, chaque secret qu'il a jamais gardé. Il a composé. Et puis nous verrons qui détient le vrai pouvoir dans cette situation. À travers la ville, Nathan Reeves était assis sur le porche de sa mère, regardant la même obscurité. Il savait ce qui s'en venait. Il s'y attendait. Les Holston mobiliseraient leurs ressources, déploieraient leurs contacts, lanceraient leur contre-offensive. Ils creuseraient dans son passé, trouveraient ses vulnérabilités, prépareraient leur attaque et ils échoueraient parce que Nathan avait quelque chose qu'il ne pouvait acheter, ne pouvait fabriquer, ne pouvait comprendre. Il n'avait plus rien à perdre. Son père était mort. Son mariage avait pris fin pendant son 3e déploiement. Sa carrière était derrière lui. La seule chose qui l'intéressait dans ce monde était la femme dormant à l'étage avec un visage contusionné et un esprit blessé. Franklin Holston était sur le point d'apprendre une leçon importante. Vous ne pouvez pas utiliser un homme qui a déjà lâché prise de tout, sauf de son but. Le téléphone de Nathan a vibré. Un SMS de Marcus Webb. Mouvement sur votre cible. Holston a passé des appels pendant la nuit. Niveau fédéral bloqué. Il passe à des entrepreneurs privés. Fais attention, mon frère. Ce ne sont pas des amateurs. Nathan a souri légèrement. Lui non plus. Il a réassemblé le pistolet, a vérifié l'action et l'a mis de côté. Puis il a sorti les fichiers que Marcus avait envoyés. 3 noms, 3 photographies, 3 hommes qui se spécialisaient dans des problèmes qui ne pouvaient être résolus par des moyens légaux. Victor Kine, ancien renseignement militaire, renvoyé déshonorablement pour techniques d'interrogatoire excessives, travaillait maintenant pour la sécurité privée de clients qui avaient besoin de déniabilité. Samuel Cross, entrepreneur ex-CIA, implication suspectée dans 4 disparitions à l'étranger, jamais accusé, jamais attrapé. Thomas Brennan, le plus dangereux des 3, ancien Delta Force, spécialiste de la guerre psychologique, connu pour briser des cibles sans laisser de preuves physiques. Si Franklin Holston faisait appel à ces hommes, il était sérieux. Bien.
Nathan avait passé sa carrière à chasser des prédateurs bien plus dangereux que des voyous d'entreprise avec entraînement militaire. Il avait traqué des terroristes à travers des chaînes de montagnes et des jungles urbaines. Il avait éliminé des menaces que des gouvernements entiers ne pouvaient contenir. 3 entrepreneurs avec une éthique douteuse ne le préoccupaient pas. Il l'excitait. Margaret est apparue dans l'embrasure de la porte de la cuisine, enveloppée dans une robe, le visage encore contusionné, mais les yeux clairs. « Tu es debout tôt, je n'ai pas pu dormir. » Elle a remarqué le pistolet sur la table, mais n'a rien dit. Après 16 ans en tant que mère militaire, elle avait appris quand poser des questions et quand faire confiance au jugement de son fils. Petit déjeuner? Juste du café. J'ai quelque part où aller à 9 heures. Le restaurant. Oui. Margaret a versé 2 tasses et s'est assise en face de lui. Il ne va pas se présenter, Nathan. Son père ne le laissera pas. Je sais. Alors pourquoi y aller? Nathan a serré la tasse de guerre dans ses mains. Parce qu'il ne s'agit plus de Derek, il s'agit de ce qui se passe ensuite. Quel message est envoyé à tout le monde dans cette ville qui a déjà été intimidée par la famille Holston? Et quel est ce message? Nathan a rencontré les yeux de sa mère, que l'immunité a une date d'expiration. Margaret est restée silencieuse un long moment. Ton père serait fier de toi et terrifié pour vous deux en même temps. Ça sonne juste. Promets-moi juste quelque chose, n'importe quoi. Promets-moi que tu rentreras ce soir. Quoi qu'il arrive, promets-moi que je ne te perdrai pas, toi aussi. Nathan a tendu la main sur la table et a pris la sienne. Je promets. Mais même en le disant, il savait que certaines promesses étaient plus faciles à faire qu'à tenir. À 8h45 du matin, le restaurant de May était déjà bondé. La nouvelle s'était répandue à travers Cedar Falls comme une traînée de poudre. L'affrontement avait lieu aujourd'hui. Le Seal contre les Holston, la justice contre l'argent. Tout le monde voulait voir comment cela se terminerait. Les agriculteurs ont abandonné leur routine matinale. Les propriétaires de magasins ont retardé l'ouverture. L'auxiliaire des dames de l'église a annulé leur réunion hebdomadaire. Au moment où Nathan est entré par la porte d'entrée à 8h55, chaque cabine était pleine et les gens se tenaient le long des murs. Le silence semblait un marteau. Nathan a marché vers le comptoir où sa mère se tenait, tablier enfilé, contusion visible, menton relevé. Elle avait insisté pour travailler son corps. Elle avait dit qu'elle ne se cacherait pas de sa propre vie. Il l'a embrassée sur la joue. Sale comble aujourd'hui. Ils sont venus pour le spectacle. Ne les décevons pas. Nathan a pris place au comptoir et a commandé un café, noir. La même commande que son père avait faite chaque matin pendant 40 ans. Il a vérifié sa montre. 8h58, 2 minutes. La foule a retenu son souffle. 9h00 est venu et est parti. Pas de Derek Holston, pas d'excuses, pas de résolution. Des murmures ont ondulé à travers le restaurant. Déception, frustration, l'anticlimax des attentes non satisfaites. Nathan n'a pas bougé, n'a pas réagi, a juste siroté son café et a regardé la porte. À 9h07, elle s'est ouverte, mais ce n'était pas Derek qui est entré. C'était le shérif Dale Bradley et un regard sur son visage disait tout. « Nathan, nous devons parler dehors. » Nathan a posé son café et a suivi le shérif sur le trottoir. La foule à l'intérieur se pressait contre les fenêtres, essayant d'entendre. « Qu'est-ce qui se passe, Dale? » Le shérif a retiré son chapeau et a passé une main dans ses cheveux clairsemés. « Franklin Holston a déposé une plainte ce matin. Il dit que vous avez menacé son fils la nuit dernière au Riverside Athletic Club. Harcèlement, intimidation, comportement menaçant. » Derek a corroboré ça. Derek ne parle à personne, son père gère tout. Bien sûr, Nathan, écoutez-moi, je dois prendre ça au sérieux. Franklin demande que je vous arrête. Il a des avocats qui appellent le bureau du procureur, des représentants de l'État qui appellent le maire. Cette affaire s'intensifie vite. Et qu'est-ce que vous voulez faire, Dale? Le shérif a rencontré ses yeux. Je veux faire mon travail, ce qui signifie suivre les preuves,
ce qui signifie que j'ai une douzaine de témoins qui ont vu Derek Holston agresser votre mère hier et 0 témoin qui vous a vu faire quoi que ce soit d'illégal la nuit dernière. Mais les Holston ont du pouvoir, un vrai pouvoir, le genre qui peut mettre fin à des carrières et détruire des vies. Je suis à 18 mois de la retraite. Nathan, j'ai des petits-enfants avec qui je veux passer du temps. Nathan a hoché la tête lentement. Je comprends. Vraiment, parce que je ne suis pas sûr que vous le fassiez. Ce n'est pas l'Irak ou l'Afghanistan. Vous ne pouvez pas simplement éliminer les menaces et passer à autre chose. Il y a des règles ici, des procédures, et les Holston savent comment utiliser chacune d'elles. Je ne vais éliminer personne, Dale. Je vais les exposer. Nathan a souri. Et des amis aussi? Le genre qui n'apparaissent pas sur les listes de donateurs de campagne. Avant que le shérif ne puisse répondre, le téléphone de Nathan a vibré. Un SMS de Marcus Webb, 2 mots. C'est l'heure. Nathan a levé les yeux vers le shérif. Vous devriez peut-être allumer les informations, Dale. Quelque chose d'intéressant est sur le point de se produire. La première vidéo est tombée à 9h23 du matin. Elle est apparue simultanément sur toutes les principales plateformes de médias sociaux, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. En quelques minutes, elle avait été partagée 10 000 fois. En 1 heure, elle deviendrait virale à travers la nation. La vidéo était simple, 37 secondes d'image de sécurité du restaurant de May, claire comme du cristal malgré l'âge du système de caméra. Elle montrait Derek Holston giflant Margaret Reeves en plein visage. Pas de contexte, pas de commentaires, juste la vérité brute et brutale. La réaction a été immédiate et écrasante. Les commentaires ont afflué de tout le pays. Indignation face à l'agression, dégoût pour l'agresseur, soutien pour la victime âgée, demande de justice. Mais ce n'était que le début. À 9h45, une seconde vidéo est apparue. Celle-ci était différente. Production professionnelle, une voix off de narrateur sur des images d'archives et des photographies. La famille Holston a contrôlé Cedar Falls, Ohio, pendant 3 générations. Ils ont bâti leur fortune sur le dos d'agriculteurs en difficulté pendant la crise des années 1940. Ils se sont étendus par l'intimidation, les litiges et la destruction stratégique des concurrents. Et ils ont opéré en toute impunité pendant des décennies jusqu'à maintenant. La vidéo a tout exposé. Les pratiques de prêt prédatrices du père de Franklin, les saisies qui ont dévasté les familles locales, les procès civils qui ont été réglés avec des ordonnances de bâillonnement, les plaintes criminelles qui ont mystérieusement disparu, ont nommé des noms, fourni des dates, montré des documents. Les archives de Dorothy Crane numérisées et organisées en un récit dévastateur. À 10h30, tous les médias d'information de l'Ohio portaient la histoire. À midi, elle avait atteint les réseaux nationaux. CNN, MSNBC, Fox News, tous couvrant ce scandale de petite ville qui avait capturé l'attention de l'Amérique. Et ils voulaient tous parler à Nathan Reeves. Il a refusé chaque demande d'interview. Laissons les faits parler d'eux-mêmes. Laissons les Holston défendre contre la vérité au lieu d'attaquer un seul adversaire. Au domaine Holston, le chaos régnait. Les téléphones de Franklin sonnaient constamment. Journalistes, partenaires commerciaux, alliés politiques soudainement indisponibles. Le mur protecteur qu'il avait construit pendant des décennies s'effondrait en temps réel. Richard Shun, le stratège en communication, se tenait dans le bureau avec de la sueur sur son front. C'est une attaque coordonnée, niveau professionnel. Quelqu'un avec des ressources sérieuses a planifié cela. Évidemment, a claqué Franklin. La question est, comment nous répondons? Nous ne pouvons pas. Les images sont authentiques. Les documents sont vérifiables. Si nous nions, nous avons l'air de menteurs. Si nous attaquons la source, nous avons l'air de brutes couvrant une agression. Il n'y a pas de bonne stratégie ici. Derek était assis dans le coin, silencieux sous le choc. Son visage était partout sur Internet maintenant.
Des hashtags tendances l'appelaient de lâche à monstre. Le réseau des anciens élèves de Princeton avait déjà publié une déclaration condamnant la violence contre des personnes âgées. Son identité était en train d'être démantelée en temps réel. Il doit y avoir quelque chose, a insisté Franklin, un angle, un contre-récit. Monsieur, avec respect, la seule stratégie qui reste est le contrôle des dégâts, des excuses publiques, des dons caritatifs, la promesse de changer de comportement. Cela ne fera pas disparaître cela, mais pourrait arrêter l'hémorragie. S'excuser auprès de cette serveuse après que son fils a orchestré cette attaque contre ma famille. Son fils ne l'a pas giflé en plein visage devant la caméra. Votre fils l'a fait. Le visage de Franklin s'est tordu de rage. Il a balayé son bras sur le bureau, envoyant des papiers et un presse-papier en cristal s'écraser sur le sol. Sortez, vous tous, j'ai besoin de réfléchir. La pièce s'est vidée. Franklin se tenait seul parmi les débris, respirant difficilement. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il ne savait pas quoi faire. Ses armes habituelles étaient inutiles. Ses alliés habituels étaient silencieux. Ses ennemis habituels étaient enhardis. Et quelque part là-bas, Nathan Reeves observait, attendait, sachant exactement comment cela se déroulerait. Franklin a pris son téléphone et a composé le numéro qu'il avait appelé ce matin-là. C'est moi. La situation a changé. J'en suis conscient. Nous avons surveillé. Pouvez-vous toujours gérer ça? Une longue pause. Monsieur Holston, mon équipe est arrivée à Cedar Falls il y a 2 heures. Nous avons surveillé la cible et je dois être honnête avec vous. À propos de quoi? Nous ne sommes pas les seuls à le surveiller. Il y a au moins 3 autres équipes dans la zone. Actifs fédéraux. Le genre qui ne s'identifie pas. Le genre qui protège les gens au plus haut niveau. Le sang de Franklin s'est glacé. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que Nathan Reeves n'est pas juste un SEAL retraité avec une rancune. C'est un atout, quelqu'un d'assez important pour que plusieurs agences assurent sa sécurité. Si nous bougeons contre lui, nous ne nous battrons pas contre un seul homme. Nous nous battrons contre le gouvernement des États-Unis. Alors, vous vous retirez? Je déconseille fortement d'agir. Quelle que soit la victoire que vous pourriez obtenir ne vaut pas les conséquences. Cet homme est intouchable, Monsieur Holston. Acceptez-le. La ligne est devenue morte. Franklin a posé le téléphone lentement. Intouchable, le mot a résonné dans son esprit. Il n'avait jamais cru que quiconque était vraiment intouchable. L'argent et le pouvoir pouvaient atteindre n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Mais peut-être s'était-il trompé. Peut-être y avait-il des forces dans ce monde que même l'argent des Holston ne pouvait acheter. Il a marché vers la fenêtre et a regardé ses terrains manucurés. Les jardins que sa femme avait conçus. Le court de tennis sur lequel son fils avait appris à jouer. L'empire qu'il avait passé sa vie à construire. Tout cela semblait soudain fragile. Tout cela semblait soudain temporaire. Et à Cedar Falls, le restaurant était plus fréquenté qu'il ne l'avait été depuis des années. Des gens venaient des comtés voisins juste pour rencontrer Margaret Reeves, pour lui serrer la main, pour lui dire qu'ils avaient vu ce qui s'était passé, et ils se tenaient avec elle. Margaret s'est déplacée à travers la foule avec grâce, acceptant les condoléances et le soutien avec la dignité tranquille qui avait défini toute sa vie. La contusion sur son visage devenait jaune maintenant, guérissant lentement mais visiblement. Nathan observait depuis sa cabine d'angle, la même cabine où il était assis hier matin quand le monde avait changé. Son téléphone a vibré. Marcus Webb. Mission accomplie. La fondation Holston perd déjà des donateurs. 3 grands partenaires commerciaux ont annoncé qu'ils rompaient leurs liens. Le bureau du procureur général de l'État ouvre une enquête sur les pratiques commerciales de la famille. Dommages collatéraux minimaux. L'information était du registre public. Nous avons juste connecté les points et les entrepreneurs que Franklin avait engagés se sont retirés ce matin. Apparemment, quelqu'un leur a rappelé ce qui arrive aux gens qui ciblent des actifs protégés. Nathan s'est permis un petit sourire.
Merci, Marcus, pour tout. Tu ferais de même pour moi. Diable, tu l'as fait pour moi 2 fois. Prends soin de toi, mon frère. Toi aussi, et Nathan. Oui, ce n'est pas fini. Des hommes comme Franklin Holston n'abandonnent pas. Ils se regroupent, ils s'adaptent, ils attendent des opportunités. Surveille tes arrières. Toujours. Nathan a mis fin à l'appel et a regardé autour du restaurant. Les gens riaient et parlaient et célébraient que sa mère reçoive enfin la reconnaissance et le soutien qu'elle méritait. La communauté se réunissait d'une manière qu'elle n'avait pas faite depuis des années. C'était à quoi ressemblait la victoire. Mais Marcus avait raison. Ce n'était pas fini. Pas encore. 3 jours se sont écoulés sans incident. Derek Holston n'avait pas quitté le domaine de son père. Franklin avait annulé toutes les apparitions publiques. Leurs avocats étaient en communication constante avec le bureau du procureur général de l'État, négociant les termes de la coopération. Les vidéos virales avaient été vues plus de 100 millions de fois. Margaret Reeves était devenue un symbole de résilience contre l'intimidation. Des campagnes GoFundMe en son nom avaient levé plus de 200 000 $, tout ce qu'elle avait redirigé vers des œuvres de bienfaisance locale. Cedar Falls guérissait. Nathan aurait dû être satisfait, aurait dû être prêt à passer à autre chose, à aider sa mère à reconstruire sa vie et à trouver sa propre paix après 16 ans de guerre. Mais quelque chose n'allait pas. Il ne pouvait pas le nommer, ne pouvait pas pointer de preuves ou de menaces spécifiques. Juste un sentiment. Le même sentiment qui lui avait sauvé la vie à Fallujah quand un IED était enterré 20 pieds devant. Le même sentiment qui l'avait averti d'une embuscade à Kandahar 3 secondes avant que la fusillade ne commence. Instinct, le 6e sens du soldat. Et en ce moment, il criait. Le 4e matin, Nathan s'est réveillé à 3h du matin dans un silence absolu. Pas de grillons, pas de vent, pas de trafic lointain, juste le silence. Il était hors de son lit et armé en 4 secondes, se déplaçant à travers la maison obscurcie avec la précision fluide de 1000 opérations nocturnes. La chambre de sa mère, porte fermée, respiration régulière derrière elle, en sécurité. Cuisine vide, porte arrière verrouillée, salon, fenêtre avant intacte, pas de mouvement à l'extérieur. Il a vérifié chaque pièce, chaque placard, chaque point d'entrée potentiel. Rien. Mais le silence est resté. Nathan s'est déplacé vers la fenêtre avant et a regardé à travers le rideau. La rue était vide. Les lampadaires projetaient des flaques oranges sur le trottoir. Le chat d'un voisin était assis sur un poteau de clôture, le regardant avec des yeux réfléchis. Normal, paisible, calme, trop calme. Il a sorti son téléphone et a vérifié son application de sécurité. Capteur de mouvement autour de la propriété. Tous verts. Pas d'alerte. Pas de perturbation. Mais son instinct ne le lâchait pas. Il a appelé Marcus. Il est 3h du matin. Nathan, quelque chose ne va pas. Défini ne va pas. Je ne sais pas. Juste un sentiment. La maison est sécurisée. Le périmètre est propre. Mais quelque chose ne va pas. Marcus est resté silencieux un moment. Tom, laisse-moi vérifier quelque chose. Nathan a attendu, regardant la rue vide, écoutant le silence non naturel. Nathan quoi? Franklin Holston a fait un virement bancaire il y a 6 heures. 2 millions de dollars vers un compte offshore dans les paiements. Paiement de contrat, c'est ma supposition. Mais cela ne correspond pas aux entrepreneurs que nous avons identifiés. C'est quelqu'un de nouveau, quelqu'un sur qui nous n'avons pas Dieu. La mâchoire de Nathan s'est serrée. Tu peux le tracer? J'essaie, mais celui qui a reçu cet argent sait comment rester caché. Niveau professionnel, le genre de professionnel qui fait passer les gars que Franklin avait initialement engagés pour des amateurs. Combien de temps avant que tu aies quelque chose? Des heures, peut-être des jours. Nathan n'avait pas des heures. Il a mis fin à l'appel et a pris une décision. Si Franklin Holston avait engagé quelqu'un de nouveau, quelqu'un d'assez dangereux pour justifier 2 millions de dollars,
Or, attendre n'était plus une option. La meilleure défense était l'attaque. La meilleure façon de protéger sa mère était de mettre fin à cela ce soir. Il s'est habillé, vêtements noirs, bottes tactiques, son pistolet de service et un holster d'épaule, un couteau à lame fixe attaché à sa cheville. Il a écrit une note et l'a laissée sur la table de la cuisine. « Maman, je dois gérer quelque chose. Reste à l'intérieur. Verrouille toutes les portes. Appelle Dale si quelque chose semble anormal. Je t'aime. » Et puis il s'est glissé par la porte arrière et a disparu dans l'obscurité. Le domaine Holston était à 23 minutes en voiture. Nathan y est arrivé en 15. Il s'est serré à un demi-mile et s'est approché à pied, se déplaçant à travers la lisière d'arbres qui bordait la propriété. Le manoir était éclairé malgré l'heure. Les lumières de sécurité brillaient de chaque coin. Des ombres bougeaient derrière les fenêtres rideaux. Ils étaient éveillés. Ils attendaient. Pas Nathan, mais qui que ce soit qui arrivait. Nathan a étudié les terrains à travers un petit monoculaire. 2 gardes à la porte principale. Armés, posture professionnelle, pas de sécurité locale. C'étaient des entrepreneurs engagés, le genre que Franklin pouvait se permettre. 2 autres gardes patrouillaient le périmètre, route prévisible, écart de 30 secondes entre les passages, déploiement amateur, assez pour arrêter un civil, mais pas du tout assez pour arrêter Nathan. Il a attendu l'écart et a traversé la pelouse ouverte devant le court de tennis, autour du garage de la remise à calèche, jusqu'à l'entrée des domestiques sur le côté est du manoir. La porte était verrouillée, clavier électronique. Nathan a sorti un petit appareil de sa poche, bypass militaire. 7 secondes pour craquer le code. La porte s'est ouverte. Il s'est glissé à l'intérieur et s'est retrouvé dans un vestiaire. Manteau accroché à des crochets, bottes alignées contre le mur, l'odeur du cuir et du vernis à bois, des voix devant, étouffées mais audibles. Nathan s'est déplacé à travers l'obscurité, longeant les murs, évitant la lumière ambiante des pièces lointaines. Il avait infiltré des complexes bien plus sécurisés que celui-ci. Des complexes protégés par des hommes qui tuaient pour l'idéologie plutôt que pour l'argent. La sécurité à domicile de Franklin Holston était pratiquement une invitation. Il a atteint la porte du bureau. Les voix étaient plus claires maintenant. « Je comprends votre inquiétude, Monsieur Holston, mais je vous assure que mes méthodes sont efficaces. » Une nouvelle voix, calme, cultivée, légèrement accentuée, européenne peut-être. « Je vous ai payé 2 millions de dollars. J'attends des résultats. » Franklin, stressé, désespéré. « Et vous les aurez d'ici demain à cette heure-ci. Nathan Reeves ne sera plus un problème. Sa mère sera indemne comme vous l'avez demandé et il n'y aura aucune preuve vous connectant à sa disparition. » Le sang de Nathan s'est glacé. Disparition, pas intimidation, pas harcèlement légal, pas guerre de relations publiques. Il planifiait de le faire disparaître. Il s'est pressé plus près de la porte, écoutant. Franklin a demandé. « J'ai des gens qui se spécialisent dans de telles matières. D'anciens agents de renseignement, des hommes qui ont fait disparaître des cibles de grande valeur dans des pays avec une sécurité bien plus robuste que les États-Unis. Votre monsieur Reeves était formidable, mais c'est un homme. Et un homme, peu importe son habileté, a des vulnérabilités. Quelle vulnérabilité? Sa mère, sa routine, sa confiance mal placée en ses propres capacités. Nous l'avons observé pendant 3 jours. Nous connaissons ses schémas. Nous savons quand il dort, quand il est alerte, quand il est distrait ce soir, pendant qu'il reste éveillé se demandant si quelque chose ne va pas. Nous nous préparons à mettre fin à cela définitivement. Nathan en a entendu assez. Il devrait partir, devrait reculer et alerter Marcus, devrait attendre des renforts et aborder cela tactiquement, mais il planifiait de faire du mal à sa mère, planifiait de le faire disparaître, planifiait d'effacer tout ce pourquoi il s'était battu. Nathan a poussé la porte. Franklin Holston et 3 autres hommes ont levé les yeux sous le choc. L'homme qui avait parlé était grand, cheveux argentés,
Costume impeccable malgré l'heure, yeux froids qui n'ont enregistré la surprise que pendant une fraction de seconde avant de revenir à un calme calculateur. Les deux autres étaient du muscle, grands, armés, les mains se dirigeant déjà vers leurs armes. Nathan a fait 2 pas. Le poignet du premier garde a tourné, l'arme s'écrasant sur le sol, coup de coude à la gorge, garde à terre. Le deuxième garde a réussi à tirer. Le couteau de Nathan était déjà dans sa main. La lame a trouvé l'avant-bras de l'homme avant qu'il ne puisse viser. L'arme est tombée. Un coup de poing à la tempe a terminé le travail. Pendant quelques secondes, les deux gardes inconscients. L'homme aux cheveux argentés n'avait pas bougé, n'avait pas cherché une arme, a juste regardé avec ses yeux froids et calculateurs. Franklin Holston s'est précipité en arrière, renversant sa chaise. « Sécurité! Quelqu'un appelle la sécurité! »« Ils ne peuvent pas vous entendre, » a dit Nathan. « J'ai désactivé l'interphone en entrant. » Il a fermé la porte du bureau d'un coup de pied et l'a verrouillée. 3 personnes dans la pièce maintenant. Franklin tremblant de peur, le professionnel aux cheveux argentés toujours d'un calme troublant, et Nathan debout entre eux et la liberté. Vous devez être le célèbre Nathan Reeves. L'homme aux cheveux argentés a dit « J'ai beaucoup entendu parler de vous. » J'en suis sûr. Mon nom est Henrik Voss. J'ai été engagé pour résoudre le problème de M. Holston, qui s'avère être vous. Et comment comptez-vous faire cela? Voss a souri, de la même manière que j'ai résolu des problèmes pendant 30 ans, discrètement, professionnellement, définitivement. Nathan a levé son pistolet. Les plans changent. En effet, ils le font. Le sourire de Voss s'est élargi, mais pas de la manière que vous pensez. Un son derrière Nathan, le clic d'un marteau que l'on arme. Ne bougez pas, maître de première classe. Une voix de femme, calme, professionnelle, le canon d'une arme à feu pressant contre l'arrière du crâne de Nathan. Il l'avait manqué, caché quelque part dans la pièce, attendant. Pour la première fois depuis longtemps, Nathan avait fait une erreur. Et maintenant, cela pourrait lui coûter tout. Nathan Reeves n'a pas bougé. Le canon de l'arme pressait froidement contre son crâne. La respiration de la femme était régulière, professionnelle. Pas de tremblement dans sa voix, pas d'hésitation dans sa posture. « Lâchez l'arme », a-t-elle dit. L'esprit de Nathan a parcouru les options. Distance, angle, vitesse. Le calcul de la survie qu'il avait effectué 1000 fois dans 1000 moments désespérés. Les chances n'étaient pas bonnes. « Vous êtes encerclé, maître de première classe », a dit Voss, son sourire s'élargissant. « 3 de mes gens sont en dehors de cette pièce. 2 autres surveillent la maison de votre mère pendant que nous parlons. Si je ne passe pas un appel dans les 5 prochaines minutes, ils ont des ordres de procéder. » La mâchoire de Nathan s'est serrée. « Vous bluffez. Est-ce le cas? Vérifiez votre téléphone, allez-y. J'insiste. » Nathan a lentement atteint sa poche. La femme derrière lui ne l'a pas arrêté. Confiante. Trop confiante. Son téléphone a montré 3 appels manqués de Marcus Webb et un SMS. Mouvement à la maison de votre mère. 2 inconnus s'approchant de l'Est. Actifs locaux répondants, mais ETA 15 minutes. Sortez maintenant. Le sang de Nathan s'est glacé. Vous voyez, a poursuivi Voss, je ne me fie pas à des pointes de défaillance uniques. Je planifie des imprévus. J'ai anticipé que vous pourriez faire quelque chose de téméraire ce soir, alors je me suis préparé en conséquence. Franklin Holston avait retrouvé une partie de son calme. Il a redressé sa veste et a essayé d'avoir l'air autoritaire malgré ses mains tremblantes. Tuez-le, faites-le maintenant et mettez fin à cela. Voss a levé un sourcil. Monsieur Holston, j'apprécie votre enthousiasme, mais je ne prends pas d'ordre de client. J'évalue les situations et j'agis en conséquence. Il s'est tourné vers Nathan. Le maître de première classe ici nous est plus utile vivant que mort, au moins pour le moment. Qu'est-ce que vous voulez? A demandé Nathan. Je veux les dossiers, les vrais dossiers, pas les registres publics compilés par votre ami journaliste.
Je parle des informations classifiées que vous avez recueillies sur la famille Holston. Les comptes offshore, les connexions politiques, les noms de chaque fonctionnaire qu'ils ont compromis au cours des 40 dernières années. Nathan n'a rien dit. Oh oui, nous savons cela. Vous ne pensiez pas être le seul à avoir des contacts de renseignement, n'est-ce pas? Les mots de voyage dans certains cercles. Des murmures à propos d'un Navy SEAL construisant un dossier qui pourrait faire tomber non seulement une famille, mais tout un réseau de corruption. Le visage de Franklin est devenu pâle. De quel réseau parlait-il? Voss l'a ignoré. Donnez-moi les dossiers, maître de première classe, et nous nous en allons tous. Votre mère reste en sécurité. Les Holston feront face à leurs problèmes juridiques comme tout le monde. Et je passe à mon prochain contrat. Tout le monde gagne. Nathan a rencontré les yeux froids de Voss. Et si je ne le fais pas, alors cette pièce deviendra très désagréable, et la maison de votre mère deviendra une scène de crime. Le silence s'est étiré entre eux. L'esprit de Nathan travaillait furieusement. Les dossiers que Voss voulait n'étaient sur aucun serveur, n'étaient stockés dans aucun cloud. Ils existaient dans un seul emplacement physique que seules 2 personnes connaissaient. Nathan et Marcus Webb. Si Voss obtenait ces dossiers, des dizaines de fonctionnaires corrompus seraient avertis. Des preuves seraient détruites. Des années de travail. Non seulement celui de Nathan, mais d'innombrables enquêteurs et lanceurs d'alerte seraient effacés. Il ne pouvait pas laisser cela arriver, mais il ne pouvait pas laisser sa mère mourir non plus. L'horloge tourne, a dit Voss. 4 minutes avant que mon équipe ne bouge. Nathan a fait un choix. Les dossiers sont dans un coffre-fort. Première Banque nationale de Cedar Falls, Casier 773. La clé est dans mon camion, garé à un demi-mile à l'est d'ici. Voss a étudié son visage. Vous mentez. Vérifiez par vous-même. Envoyez quelqu'un. Mon camion, sous le siège conducteur, scotché au cadre. Une petite clé en laiton. Voss a fait un geste à la femme derrière Nathan. Kadia, allez vérifier. La pression sur le crâne de Nathan a disparu. Des pas se sont retirés à travers la pièce. La porte s'est ouverte et fermée. 3 minutes. Nathan faisait maintenant face uniquement à Voss et aux 2 gardes inconscients. Franklin Holston s'est recroquevillé derrière son bureau. Inutile. Meilleure chance, mais toujours pas assez bonne. Voss avait certainement une arme. Dans le temps restant, Nathan ne pouvait pas se permettre une confrontation prolongée. « Vous savez, a dit Voss sur un ton de conversation, j'ai étudié votre dossier de service. Impressionnant. Cela ne commence même pas à le décrire. 7 déploiements, 16 ans. Jamais blessé assez gravement pour être retiré du service. Soit vous êtes exceptionnellement doué, ou exceptionnellement chanceux. Les 2. Je le suspecte, c'est pourquoi je me suis préparé pour ce moment si minutieusement. Vous êtes dangereux, maître de première classe. Peut-être l'homme le plus dangereux que j'ai jamais été engagé pour neutraliser. Mais même les hommes dangereux ont des limites. Tout le monde a des limites. Vrai, la mienne est la patience. Je fais cela depuis 30 ans. J'ai survécu à des adversaires bien plus puissants que vous. Dictateurs, chefs de renseignement, hommes qui pensaient être intouchables jusqu'à ce que je prouve le contraire. Nathan l'a observé attentivement, cherchant toute ouverture, toute faiblesse. La différence entre nous, a poursuivi Voss, est que je n'ai aucun investissement émotionnel dans les résultats. Je me fiche que Franklin Holston aille en prison. Je me fiche que votre mère obtienne justice. Je me soucie d'être payé et de maintenir ma réputation. Vous, en revanche, vous vous souciez beaucoup de certaines choses, et ce souci vous rend prévisible. 2 minutes. Le téléphone de Nathan a vibré. Un autre SMS de Marcus. 2 mots. La cavalerie arrive. Nathan s'est permis de respirer. Vous avez fait une erreur, a-t-il dit à Voss. Oh, vous avez supposé que je suis venu ici seul. Son expression confiante a vacillé. Le son d'hélicoptère, distant mais approchant rapidement. Le téléphone de Voss a sonné. Il a répondu, a écouté, et son visage est devenu froid.
Repliez-vous. Toutes les unités, repliez-vous maintenant. Il a regardé Nathan avec quelque chose s'approchant du respect. Actifs fédéraux, 3 hélicoptères, équipe tactique. Vous ne bluffiez pas sur la protection. Je ne bluffe jamais. Voss a redressé sa veste. Ce n'est pas fini, maître de première classe. Des hommes comme moi ne s'arrêtent pas à cause de revers temporaires. Nous nous adaptons, nous attendons, nous trouvons de nouvelles opportunités. Et des hommes comme moi n'arrêtons jamais de chasser. Nous nous adaptons aussi, mais nous sommes meilleurs à cela. Pendant un instant, les 2 hommes se sont tenus dans une parfaite compréhension. Prédateur face à prédateur, aucun ne voulant reculer, mais les 2 reconnaissant la futilité d'un conflit immédiat. « À la prochaine fois », a dit Voss. Il a marché vers une porte latérale que Nathan avait remarquée. Panneau caché, sortie de secours. Nathan l'a laissé partir. Voss n'était pas une mission. Les Holston l'étaient. Franklin Holston est resté figé derrière son bureau alors que les sons des hélicoptères devenaient plus forts. « C'est fini », a dit Nathan. « Votre mercenaire est parti. Vos gardes sont inconscients. » Et dans environ 60 secondes, des agents fédéraux vont sécuriser ce bâtiment. Des agents fédéraux sur quelle autorité? L'autorité de multiples enquêtes en cours sur des crimes financiers, la corruption politique et le complot en vue de commettre un meurtre. Des enquêtes que je nourris d'informations depuis 3 mois. Le visage de Franklin s'est effondré. Vous avez planifié cela. Tout cela depuis le début. J'ai planifié des imprévus. L'agression contre ma mère a accéléré ma chronologie, mais le résultat allait toujours être le même. Pourquoi? Qu'est-ce que nous vous avons jamais fait? Nathan s'est approché. Vous avez détruit des familles pendant la crise agricole. Vous avez poussé des hommes d'affaires honnêtes à la faillite. Vous avez corrompu des fonctionnaires et intimidé des témoins. Vous avez rendu cette ville effrayée de prononcer votre nom sans permission. Il s'est penché jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres de celui de Franklin. Et puis votre fils a frappé ma mère. Les portes du bureau ont éclaté. Des agents fédéraux armés ont afflué, armes levées. Agents fédéraux, tout le monde au sol. Nathan a levé ses mains lentement et s'est agenouillé. Franklin Holston n'a pas bougé. Ne pouvait pas bouger. Il se tenait derrière son bureau alors que les agents s'approchaient, lui lisant ses droits. Alors que l'empire qu'il avait construit pendant 40 ans s'est effondré autour de lui. Dans la maison de sa mère, à travers la ville, Margaret Reeves a ouvert sa porte pour trouver le shérif Dale Bradley et 2 marshals fédéraux sur son poche. « Madame Reeves, tout va bien? Votre fils nous a demandé de vérifier sur vous. » Margaret a regardé au-delà d'eux les SUV noirs garés le long de sa rue, l'hélicoptère au-dessus. La lumière de l'aube se levant sur Cedar Falls. Nathan est-il en sécurité? Il est en sécurité, madame, et vous aussi. Margaret a fermé les yeux et s'est permis pour la première fois depuis des jours de croire que c'était réellement fini. 6 semaines plus tard, Cedar Falls avait l'air différent. Le nom Holston apparaissait toujours sur les bâtiments à travers la ville, mais maintenant ces panneaux tombaient. L'aile pédiatrique de l'hôpital était renommée. L'aile de la bibliothèque avait un nouveau donateur. Le stade de football honorerait bientôt un enseignant local qui avait passé 40 ans à entraîner des enfants en qui personne d'autre ne croyait. Franklin Holston était en détention fédérale en attendant son procès pour 17 chefs d'accusation de fraude financière, de complot et d'entrave à la justice. Ses avocats négociaient, mais les preuves que Marcus Webb avait aidé à compiler étaient accablantes. Derek Holston avait plaidé coupable d'agression délictuelle. Il avait évité la prison, mais sa peine incluait 200 heures de service communautaire dans un centre pour personnes âgées et des cours obligatoires de gestion de la colère. Ses amis de Princeton avaient cessé de lui retourner ses appels. Ses comptes de médias sociaux étaient désactivés. Son fonds de fiducie était gelé en attendant l'enquête. Le prince de Cedar Falls était devenu son paria, et le restaurant de May n'avait jamais été aussi fréquenté. Margaret Reeves se tenait derrière le comptoir un mardi matin ensoleillé,
prenant des commandes et remplissant les tasses de café comme elle l'avait fait pendant 11 ans. Mais tout le reste avait changé. L'argent de GoFundMe qu'elle avait essayé de rediriger vers des œuvres de bienfaisance lui avait été partiellement rendu par les destinataires eux-mêmes. Ils voulaient qu'elle l'utilise pour réparer la maison que Thomas lui avait laissée, pour prendre des vacances qu'elle n'avait pas eues depuis des décennies, pour vivre un peu avant que la vie ne s'éteigne. Elle avait fait un compromis. Nouveau toit pour la maison, nouvel équipement pour le restaurant, et 2 semaines à Hawaï une fois que Nathan aurait terminé ses affaires. Nathan, elle a regardé son fils assis dans sa cabine d'angle, tasse de café à la main, observant la ville qu'il avait sauvée vaquer à ses affaires matinales. Il avait changé aussi, pas visiblement, même mâchoire forte, mêmes yeux calmes, même main capable qui avait tenu des armes et sauvé des vies à travers 3 continents. Mais il y avait de la paix en lui maintenant. L'énergie agitée qu'il avait poussée depuis son retour s'était installée en quelque chose de plus calme, quelque chose de durable. Il était finalement à la maison. Margaret est allée vers lui avec une cafetière. Recharge toujours. Elle a versé et s'est assise en face de lui. Dorothy Crane veut t'interviewer pour le journal. Un article complet cette fois. Le héros qui a sauvé Cedar Falls. Je n'ai rien sauvé, maman. J'ai juste connecté quelques points. Tu as fait plus que ça et tu le sais. Nathan a souri. Peut-être. La porte du restaurant s'est ouverte. Le shérif Dale Bradley est entré, chapeau à la main, l'air d'un homme qui avait perdu 20 livres de stress au cours des 6 dernières semaines. Nathan, Margaret, bonjour Dale. Café, s'il vous plaît. Il s'est glissé dans la cabine à côté de Margaret. Je reviens tout juste d'une réunion avec le bureau du procureur général de l'État. Ils élargissent l'enquête. Il s'avère que les Holston avaient des connexions dont nous ne savions même pas l'existence. Législateurs d'État, juges de comté, tout un réseau construit sur des faveurs et des menaces. À quel point est-ce mauvais? Assez mauvais pour que 3 fonctionnaires aient déjà démissionné. 2 autres coopèrent avec les procureurs. Il faudra des années pour démêler tout cela. Nathan a hoché la tête. C'est comme ça que ces choses fonctionnent. Un fil mène à un autre. Finalement, toute la tapisserie se défait. Poétique, juste l'expérience. Dale a terminé son café et s'est levé. Je voulais que vous sachiez que vous avez bien fait ici, Nathan. Je sais que je vous ai averti des conséquences et des procédures et de jouer selon les règles. Mais parfois, les règles sont truquées. Parfois, ils ont besoin de quelqu'un prêt à retourner la table. Attention, shérif, cela sonne comme soutenir le vigilantisme. Dale a souri. Je suis à 18 mois de la retraite. Je peux dire ce que je veux. Il a remis son chapeau sur sa tête et l'a incliné vers Margaret. Madame, les meilleures crêpes du comté comme toujours. Il est sorti. Nathan l'a regardé partir, puis s'est tourné vers sa mère. J'ai pensé à rester à long terme, trouver quelque chose d'utile à faire ici. Les yeux de Margaret se sont écarquillés. Vraiment? Il y a une organisation de vétérans à Columbus. Ils aident les gars qui reviennent de déploiement, conseils, placement professionnel, intégration communautaire. Ils m'ont demandé de m'impliquer. Ça sonne parfait pour vous. Et qu'il y a un morceau de terrain à vendre au-delà de la ferme Thompson. 20 acres, belle crique la traversant. De la place pour un jardin, peut-être des poulets. Margaret a ri. Navy SEAL devenu éleveur de poulets. Ton père aurait adoré ça. Il a toujours dit que j'avais besoin de ralentir. Apprendre à apprécier ce qui est juste devant moi au lieu de toujours courir après la prochaine mission. Il était sage. Ton père. Il l'était. Et toi aussi. Nathan a tendu la main sur la table et a pris les mains de sa mère. Je suis désolé que cela vous soit arrivé. Je suis désolé qu'il ait fallu quelque chose d'aussi laid pour me ramener à la maison. J'aurais dû être ici il y a des années. Tu étais où tu devais être, protéger les gens qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. C'est ce que je t'ai appris à faire, et maintenant, je vais te protéger pour le temps qu'il nous reste. Les yeux de Margaret ont brillé. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, bébé.
C'est tout ce que j'ai toujours voulu. La porte du restaurant s'est ouverte à nouveau. Une jeune famille est entrée. Mère, père, deux petits-enfants. La petite fille a pointé du doigt le comptoir et a tiré sur la manche de sa mère. « Maman, pouvons-nous nous asseoir au comptoir, s'il te plaît? » « Bien sûr, chérie. » Ils se sont installés sur ces tabourets, les enfants balançant leurs jambes, les parents ayant l'air épuisés, mais heureux. Le père a commandé des crêpes pour tout le monde. La mère a demandé du sirop supplémentaire. Vie normale, le genre que Nathan avait passé 16 ans à protéger des ombres que la plupart des gens ne verraient jamais. Il s'est levé. « Je vais faire une promenade, me vider la tête. » « Ne sois pas long, nous dînons ce soir. Tammy apporte son fameux rôti de peau. Je ne le manquerai pour rien au monde. » Nathan est sorti sous le soleil lumineux du matin. Cedar Falls s'étendait devant lui. La place de la ville avec son kiosque. Les magasins ouvrant pour les affaires. Le clocher de l'église atteignant un ciel sans nuages. Il avait été dans des villes plus grandes et plus célèbres. Il avait vu des montagnes et des déserts et des océans. Il s'était tenu dans des lieux de grande importance historique et avait été témoin de moments qui n'apparaîtraient jamais dans aucun manuel. Mais rien de tout cela ne se comparait à cette maison. Il est passé devant le salon de coiffure où M. Hendricks a fait un signe de la main à travers la fenêtre, devant la pharmacie où il avait travaillé son premier emploi, devant la quincaillerie que son père avait visitée chaque samedi. Il est passé devant l'endroit où le panneau de la fondation Holston était retiré de la bibliothèque, devant le palais de justice où les crimes de Franklin seraient éventuellement poursuivis, devant le club sportif où il avait confronté Derek il y a 6 semaines. À la périphérie de la ville, il s'est arrêté. 20 acres s'étendaient devant lui. Champs vallonnés, une ligne de chêne, une crique captant la lumière du soleil alors qu'elle serpentait à travers la propriété. À vendre, prêt pour un nouveau propriétaire, prêt pour un nouveau chapitre. Nathan a sorti son téléphone et a composé le numéro de l'immobilier sur le panneau. « Oui, j'appelle à propos de la propriété Thompson. J'aimerais faire une offre. » Et quelque part au-dessus de lui, dans un ciel aussi bleu que l'espoir lui-même, un faucon tournait paresseusement sur des courants thermiques. Regardant le vétéran en bas faire son premier pas vers une pièce qu'il avait gagnée à travers 16 ans de guerre. Une pièce qui a commencé par une gifle dans un petit restaurant de ville et s'est terminée avec un homme rentrant finalement chez lui. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a rappelé que la justice compte toujours et que défendre sa famille vaut toujours un combat, alors abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Frappez cette cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire comme celle-ci. Chaque semaine, nous vous apportons des récits de courage, de rédemption, et des liens incassables qui nous unissent. Et je veux vous entendre. Laissez un commentaire ci-dessous. Racontez-moi un moment où quelqu'un vous a défendu ou quand vous avez défendu quelqu'un d'autre. Partagez votre histoire. Inspirez les autres, parce que c'est ce que représente cette communauté. Nous ne racontons pas seulement des histoires ici. Nous construisons quelque chose. Un endroit où les gens qui croient en l'honneur, en la famille, en faire ce qui est juste, même quand c'est difficile, peuvent se réunir et se rappeler mutuellement que ces valeurs comptent toujours. Alors, abonnez-vous, commentez, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et je vous verrai dans la prochaine.